Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 15 octobre 2020, c'est parti pour la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Le président sortant vient de présenter son projet de société. Que nous propose-t-il pour les 5 années à venir? Reportage en début de journal. Kakabe Kwadjo Konan-Bertin, le candidat indépendant, a lui aussi débuté sa campagne électorale. Ambiance dans son QG à suivre. Et puis face à la deuxième vague de coronavirus en France, le président Emmanuel Macron choisit d'imposer un couvre-feu dans les principales villes françaises, et ce à partir de ce samedi et pour 4 à 6 semaines. Bienvenue dans la première partie de ce journal consacré à l'ouverture de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi ce jeudi de la présidentielle, je vous le disais, 2 semaines de meetings, de rassemblements pour convaincre les électeurs. Pour ce premier jour, le RHDP, le parti du président sortant Alassane Ouattara, dévoile son projet de société pour les 5 années à venir. Un projet ambitieux qui propose aux populations une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Timé Danger, Harouna Zeba. Le RHDP à la conquête des électeurs avec un nouveau projet de société. Avant le terrain, un plan stratégique a été dévoilé par le ministre d'État, Patrick Achi. À ses côtés, plusieurs cadres du parti au pouvoir, dont le directeur national de campagne, Ahmed Bakayoko, qui relève la qualité de ce nouveau contrat social avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons un grand leader et c'est pour ça que nous devons davantage nous convaincre de la chance que nous avons et de l'opportunité que le président accepte ce sacrifice de se présenter. Pour transformer un grand pays, il faut des grands hommes. Et un grand homme, c'est celui qui est capable de dépasser ses ambitions personnelles pour voir l'intérêt de son pays. En tout cas, bravo, 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 on est très fiers et ensemble, nous sommes outillés, nous sommes armés pour aller sur le terrain, pour porter la vision du président Ouattara à tous nos concitoyens. Bien avant, Patrick Achi déclinait les axes stratégiques du projet de société du quinquennat 2020-2025. Ceux-ci vont du renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion au rayonnement international, en passant par le développement du secteur privé, l'avènement d'une administration plus performante et de nouveaux pôles économiques du pays à travers une régionalisation accrue. Toutes les mesures qui ont été prises et les grands piliers qui ont été mis, c'est pour pouvoir tirer les leçons de l'expérience de nous-mêmes, tirer les leçons de l'expérience que nous avons vues ailleurs, prendre en compte la vision du président Alassane Ouattara pour les 10 prochaines années et faire en sorte que dans les 10 ans, ça change fondamentalement. Le projet de société que nous venons de présenter là, il est possible, c'est impératif de le faire maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire et pas demain. Notons que les coordonnateurs de campagne ont pour mission de descendre sur le terrain pour vendre ce projet et assurer in fine aux candidats du RHDP, Alassane Ouattara, la victoire au soir du 31 octobre 2020 en vue de permettre au pays de s'inscrire dans l'émergence durable. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas... Autre candidat, autre campagne, Kwadjo Konan-Bertin, le candidat indépendant et dissident du PDCI RDA, a lui aussi débuté sa campagne ce matin. Nous sommes allés dans son QG, l'ambiance sur place avec Salif Yalekoué et Fulgence Kissidou. Pour ce premier jour de campagne, le QG du candidat Kwadjo Konan-Bertin, dit Kakabe, ne désemplit pas. Des représentants venus de toutes les contrées du pays reçoivent les dernières consignes du directeur national de campagne adjoint, à l'instar de Justin Denga, qui sera dans quelques heures à Mans pour mieux défendre le programme de son candidat. Nous sommes prêts et le terrain nous attend. Nous retournerons à notre base dès ce soir et à partir de minuit déjà, nous allons coller toutes les affiches et commencer véritablement la campagne, comme il se doit. Kakabe, il est le leader de la nouvelle génération. C'est quelqu'un qu'il faut pour la stabilité. Il n'est pas impliqué dans quoi que ce soit. Et c'est lui qui est le mieux placé aujourd'hui pour apporter la paix à la Côte d'Ivoire et pour donner de l'espoir aux jeunes. Dans cette autre salle,
On s'attelle à faire les derniers réglages du studio qui va accueillir la Web TV. Le digital sera au cœur de la campagne de l'ex-président des jeunes du PDCI-RDA, candidat indépendant pour la deuxième fois, après l'expérience de 2015 où il s'en est sorti avec 3,88% des suffrages. Le directeur de cabinet de Kouadio Konan-Bertin, au four et au moulin, fait le point de ce premier jour de campagne. Nous avons reçu tous nos délégués, nous avons reçu tous ceux qui, au nom du candidat, vont travailler pour lui dans les différentes régions, dans les différents départements, sensibiliser nos concitoyens, les éduquer à l'idéologie politique du candidat pour qu'ils puissent adhérer massivement au soir du 31 à cette idéologie pour que nous soyons déclarés victorieux. L'idéologie, c'est de vivre ensemble, de permettre aux Ivoiriens d'être heureux, la réconciliation, de permettre aux Ivoiriens de ne plus se regarder en chien de faïence, de penser à l'après cette génération, c'est-à-dire Bédié, Gbagbo, Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire soit belle avec une nouvelle génération que lui-même, Kouadio Konan-Bertin, va incarner. Kouadio Konan-Bertin, qui fait partie des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 31 octobre, fera son premier meeting d'ouverture de sa campagne dans la métropole du Lodjibois, à Divo. Et puis, vous les avez certainement remarqué, les affiches de campagne électorale sont déjà dans la ville. Depuis minuit, elle a officiellement débuté en Côte d'Ivoire. Abidjan, à l'heure de la présidentielle, un reportage de Pierre Dipomélin, Eric Kimo. Top départ d'une randonnée de 15 jours de campagne présidentielle. La bataille de la communication et de l'occupation de l'espace sont aussi de la partie. Le RHDP annonce les couleurs avec les affiches et panneaux à l'effigie de son candidat. Dès minuit, sur le pont de Gaulle, c'était déjà les installations. Carrefour de la Riviera 3, c'est un panneau de 54 mètres carrés qui se dresse. 2 h du matin, Carrefour Zoo. Les ouvriers s'attellent à achever le travail. En revanche, aucune affiche du candidat Kouadio Konan-Bertin n'a été aperçue. Retard ou stratégie, nous nous rendons aux 2 plateaux, au quartier général du candidat Kakabé. Son directeur de campagne rassure. Nous avons ici des affiches. Il y a déjà une grande partie qu'on a expédiée. Et il en reste encore d'autres de l'autre côté là-bas. Et au fur et à mesure, on fait partir les directeurs régionaux, départementaux de campagne, tout le monde. Voilà, vous voyez tout ce monde-là, c'est pour ça, on attend. Bon, comme je le disais, c'est une stratégie. Voilà, ce n'est rien d'autre qu'une stratégie. Les directeurs régionaux et départementaux de campagne du candidat Kakabé, trouvés sur place, préparent leurs colis composés d'affiches et de t-shirts. Dans la pièce d'à côté, un studio est en installation pour la Web TV. Toujours dans le cadre de cette campagne, pour convaincre les millions d'électeurs présents sur la toile, les hommes politiques sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Comment séduisent-ils les Ivoiriens sur Internet? Quelles sont leurs cibles principales? Quelles sont aussi les limites de cet outil où la liberté d'expression prime? C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Eja et Fulgence Cicédou. Nous sommes le 15 octobre. Jour de l'ouverture officielle de la campagne électorale qui aboutira à l'élection du président de la République. Sur les réseaux sociaux, canal de la liberté d'expression par excellence, elle a démarré depuis bien longtemps. Les réseaux sociaux, la pré-campagne a commencé depuis près de 2 ans. C'est le premier lieu de campagne d'abord. Depuis le mois de janvier, je prends l'exemple, il y a des hashtags RHDP, FPI, tout ça, qui sont lancés. Chaque parti politique a créé plusieurs groupes. De la création de pages sociales à celle de Web TV, rien n'est écarté par les hommes politiques dont l'ambition est de séduire le maximum d'abonnés afin de faire pencher la balance en leur faveur. Contrairement peut-être à il y a 2 décennies où il fallait avoir ces militants dans une salle, dans un parti politique, les hommes politiques aujourd'hui ont cette chance de pouvoir gagner de l'électorat via les réseaux sociaux. Et vous avez pour un clic ou pour, je sais pas moi, un article, vous pouvez avoir 10 000 personnes qui interagissent. Ils gagnent en popularité. Un choix de communication qui s'explique par la forte présence des jeunes et en particulier des nouveaux majeurs sur la toile. J'utilise les réseaux sociaux comme une source principale d'information. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative. Ceux qui appartiennent à des partis politiques, qui ne peuvent pas peut-être se déplacer quand il y a les rassemblements, étant à la maison, ils suivent déjà les informations.
Si les réseaux sociaux sont un puissant outil de communication, de proximité et d'interactivité, ils sont à double tranchant. Des messages de soutien à des appels à protester, tout passe par ce canal. Pour les blogueurs, il faut surtout craindre les cyberactivistes cachés sous une identité numérique appelée avatar. Les avatars peuvent constituer majoritairement un danger pour la démocratie en ces périodes électorales parce qu'on ne sait pas qui sont derrière ces personnes. Et donc, c'est très difficile même pour les autorités de tracer ou de savoir qui sont cachés derrière ces profils. Au-delà de cet aspect, la question de la publication de contenu par le journaliste citoyen préoccupe. À la différence du journaliste qui a une obligation vis-à-vis de la loi, mais également du code de déontologie de la presse, le journaliste citoyen publie, mais je voudrais dire qu'on ne doit pas tout publier. Une problématique sur laquelle tente de se pencher la haute autorité de la communication audiovisuelle en cette période électorale. Nous sommes en train de travailler sur la mise sur pied d'une plateforme de partenariat de coopération institutionnelle qui va regrouper à la fois la ACA, l'ANP et enfin la RTCI. De sorte que si l'un de ces deux organes de régulation venait à considérer comme inapproprié un message publié par simple demande adressée à l'RTCI, il soit mis fin à la possibilité pour ce média social de continuer la diffusion ou la publication de son message inapproprié. En attendant de trouver la solution définitive, une utilisation responsable des réseaux sociaux s'impose. Les politiciens qu'on a sont d'une génération qui ne maîtrise pas le numérique. Et ils veulent prendre les méthodes classiques pour transposer sur le numérique, ce qui n'est pas correct. Il faut qu'ils aient au moins l'éthique. Nous sensibilisons tout le monde. Avant de publier ou transmettre une information à quelqu'un, il faut vérifier. En Côte d'Ivoire, plus de 6 millions de personnes sur les 12 millions d'abonnés Internet utilisent les réseaux sociaux. Parmi les plus utilisés, on compte Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. Et c'est la fin de cette première partie consacrée à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Un journal à retrouver tous les soirs de campagne dans NCI News. Dans le reste de l'actualité, eux aussi devaient prendre part à cette campagne électorale, mais ils ont décidé de la boycotter. Les candidats Pascal Afine-Guessan du Front populaire ivoirien et Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont appelé leurs militants ce matin à ne pas prendre part à ce scrutin. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre d'aller à l'élection présidentielle. Les précisions de Salif Elekwe. Quelques heures après l'ouverture de la campagne pour la prochaine présidentielle prévue le 31 octobre, deux candidats retenus pour cette élection, notamment Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Pascal Afine-Guessan du Front populaire ivoirien, FPI, ont invité ce jeudi leurs militants à ne pas prendre part à ce processus électoral. Ensemble, en tant que candidats retenus, nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement. Et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer, tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. La commission électorale indépendante, par un discours de son président, Ibrahim Koulibaly Cuibière, a, à la veille, annoncé officiellement le début de ce 15 octobre de la campagne pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 4 candidats dont les dossiers ont été retenus par le Conseil constitutionnel sont officiellement en lice pour le scrutin du 31 octobre prochain. Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin, Henri Konan Bédié et Pascal Afine-Guessan.
L'actualité, c'est aussi le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a procédé ce matin à l'inauguration officielle des tours A et B du plateau après leur rénovation. Mises en service en 1978, elles étaient dans un état de dégradation très avancé. Leur rénovation engagée par le gouvernement ivoirien a valu la somme de plus de 66 milliards de francs CFA. Yili Traoré, Tanguy Konan. Inauguration des tours A et B de la cité administrative par le Premier ministre, après des travaux qui ont consisté en la réfection des murs, plafonds et sols, au remplacement des ascenseurs par du matériel moins énergivore, la mise en place de détecteurs d'incendie. Ces travaux de rénovation étaient devenus indispensables en raison de la vétusté des deux immeubles. Le ministre de l'Urbanisme et de la Construction détaille les contours de l'ambitieux projet ayant abouti à la rénovation des tours. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de ce que la réhabilitation des tours A et B a permis de disposer de 19 000 m² de bureaux, 4 000 m² de locaux techniques, 6 000 m² d'espace de circulation, permet de loger dans ces deux tours 8 cabinets ministériels et 2 secrétariats d'État à la tour A. Cette réhabilitation a également permis de mettre à la disposition de la Banque africaine de développement, la BAD, la tour B, ce qui a permis d'éviter la délocalisation de centaines de collaborateurs de cette institution vers d'autres pays membres. Le Premier ministre, chef de l'administration, fait part de sa satisfaction et remercie le président de la République d'avoir favorisé la réalisation de ce projet de réfection. Ma prise de parole me permet juste de traduire en tant que chef de l'administration notre infinie gratitude au président Alassane Ouattara, président de la République. Gratitude au nom de l'ensemble des agents de l'État qui travaillent dans cette cité administrative et de tous les usagers du service public qui vont et viennent tous les jours ici à la recherche d'une information, à la recherche d'un service de l'État. Le Premier ministre a profité de cette inauguration pour lancer les travaux de rénovation de la tour C. Par ailleurs, une nouvelle tour, la tour F, qui sera une prouesse architecturale et sera l'immeuble le plus haut d'Afrique, verra bientôt le jour. L'édifice est destiné à accueillir des services administratifs et des bureaux. Il comprendra notamment un auditorium de 200 places. Quelle attitude citoyenne adopter en période électorale? Tel était le thème d'une conférence-débat hier mercredi dans la commune d'Abobo. Objectif de cette formation initiée par la direction du civisme et de la citoyenneté, interpeller les jeunes sur leur rôle dans ce processus électoral et les inviter à se protéger contre toute manipulation émanant des hommes politiques. Nadja Eja, Eric Kimo. C'est par une pièce de théâtre de sensibilisation à la non-violence en période électorale qu'a démarré cette session d'information autour du thème « Attitude citoyenne en période électorale », avec pour cible les jeunes et principalement ceux de la commune d'Abobo. Cette activité vise à inviter cette frange de la population à adopter une attitude responsable et à résister aux manipulations politiciennes. Très souvent en période électorale, quand il y a des crises, c'est les jeunes qui sont mis devant. C'est les jeunes qui posent des actes inciviques. Et pour nous, c'était bon de pouvoir parler du respect même de la chose publique. Certes, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Et parler même de l'amour de la patrie. Parce que en fait, ce sont ces différents éléments qui permettent aux jeunes de comprendre qu'on doit préserver en fait tous les biens, surtout les biens, en fait, les biens publics, les biens de l'État. La jeunesse instruite sur le civisme, la citoyenneté et le respect des institutions, le message est bien reçu. 80% de notre électorat est composé de jeunes. Donc c'est dit que les jeunes ont véritablement leur mot à dire dans cette affaire. Cette formation-là permettra aux jeunes donc d'être des acteurs épais. Il ne faut même pas parler, dire à ton voisin, tu as voté tel candidat, tu as voté tel candidat. Il faut être plutôt dans le secret. Et aussi, il faut respecter surtout la voix du peuple. Je pense que c'est le droit. L'initiative du secrétariat d'État chargé du service civique a démarré depuis plusieurs mois et a permis de sensibiliser à ce jour les jeunes des villes d'Agoville, de Noé et de Wangolo. Et Abobo
ce sera au tour de Korogo et d'autres localités du pays de recevoir la direction du civisme et de la citoyenneté dans le cadre de cette caravane. Les populations d'Akwedo Village, qui accueillit durant de nombreuses années la décharge de la ville d'Abidjan, bénéficieront de plusieurs infrastructures en vue d'améliorer leur quotidien. Il s'agit entre autres d'un parc écologique urbain, du bitumage des axes principaux du village et du renforcement du dispositif sanitaire. Les travaux de ce projet social ont été lancés par la ministre en charge de l'assainissement et son collègue des sports, Paulin Dano. Un reportage de Salif Yalekwe, Aruna Zeba. Par ces gestes, les ministres Anouloto de l'assainissement et de la salubrité et Paulin Dano des sports ont lancé ce mardi les travaux de l'accompagnement social des populations d'Akwedo Village qui a abrité la décharge de la capitale économique ivoirienne. Une décharge fermée officiellement le 4 juillet 2019. Des travaux qui renferment plusieurs volets. Le projet prévoit la construction d'infrastructures socio-économiques, notamment un centre de formation et de documentation sur l'environnement et des aires récréatives et sportives. En plus, le gouvernement a exigé de l'opérateur la réalisation en faveur du village des mesures sociales suivantes. La réhabilitation et le renforcement du plateau technique du centre de santé du village. La construction des marchés, le bitumage de 2 km de voies dans le village. La construction d'un lycée de jeunes filles, l'appui à la scolarité. Le ministre Paulin Dano, par ailleurs président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, s'est réjoui de ce début de travaux en faveur des populations qui ont tant souffert. La décharge est fermée. On a mis fin à une nuisance, mais il fallait encore accompagner l'arrêt de ces nuisances par une autre politique, la transformation de cet espace pour en faire un espace de vie moderne et qui permette au village d'en tirer le meilleur profit. Ce jour marque une nouvelle étape pour les populations. Elles ne cachent pas leur satisfaction. Avec cette annonce des mesures sociales, c'est la preuve que l'État a pris en compte nos préoccupations au moment d'élaborer le document du plan de réhabilitation. A accueilli pendant plus de 50 ans les déchets de tous les ménages d'Abidjan avant l'actuel site de Kosiwan. Le parc urbain qui sera construit sur 100 hectares comprendra des zones de loisirs et de sport, ainsi qu'une formation au métier du recyclage et de l'environnement. Les travaux sont estimés à plus de 96 milliards de francs CFA. Dans l'actualité internationale, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 en France s'aggravent avec au moins 100 morts et 193 personnes admises en réanimation au cours des dernières 48 heures. C'est donc dans ce contexte préoccupant que le chef de l'État français s'est exprimé hier soir. Face à cette deuxième vague de coronavirus, il a décrété un couvre-feu dans les principales villes françaises, et ce à partir de ce samedi et pour 4 à 6 semaines. Le récit de Yili Traoré. À partir de samedi, un couvre-feu sera imposé en Île-de-France et dans 8 autres métropoles: Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne. Il sera en vigueur entre 21h et 6h pour au moins 4 semaines. Le gouvernement prévoit d'étendre ce couvre-feu jusqu'au 1er décembre si le Parlement l'y autorise. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre une résurgence du Covid-19. Dans les zones connaissant un pic de la pandémie, des dérogations seront toutefois accordées, notamment pour ceux qui rentrent du travail après 21h ou qui travaillent de nuit. Pour toutes celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Des tests qui prennent beaucoup de temps. Le président Macron a promis une nouvelle stratégie pour en réduire drastiquement les délais et souligner que cela passerait par de nouvelles techniques comme les tests antigéniques qui ont été autorisés et la possibilité de s'auto-tester. Le président a par ailleurs promis des aides supplémentaires pour les secteurs économiques qui seront affectés par le couvre-feu, comme la restauration, les théâtres, les cinémas
et l'événementiel. Ils sont jeunes et passionnés par la danse, entre coupé décalé, leur style de prédilection et d'autres genres musicaux. Ces jeunes réinventent les danses urbaines. Si certains arrivent à en vivre, d'autres en revanche essaient de s'en sortir. Dans les coulisses de la vie des danseurs en Côte d'Ivoire, un reportage à retrouver juste après le JT, un extrait. Entre coupé décalé, leur style de prédilection et d'autres genres musicaux, ces jeunes réinventent les danses urbaines. Ils enchaînent les chorégraphies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.